Alors qu'il était allongé dans le cercueil, Saoshyant sentit qu'il commençait à bouger. Il entendit les éclaboussures et les bruits de l'eau autour de lui. Bientôt, il se rendit compte qu'il flottait. Il flottait sur les eaux du fleuve de la vie. Il se souvint que Sviatogor lui avait dit qu'il existait le monde de Pravi, d'où les âmes des descendants viennent dans notre monde de Yavi. Et le même fleuve nous conduit au monde inférieur de Navi, à la terre des ancêtres. Nous nageons tous sur ce fleuve du temps, du futur au présent, du présent au passé. Soudain, le cercueil heurta quelque chose et Saoshyant en tomba, se retrouvant dans la vallée de la rivière de la mort. Tout autour de lui, il y avait des arbres secs, sans feuilles ni écorce. Ils étaient si décrépits qu'ils semblaient être sur le point de tomber. Au sommet de l'un d'eux, l'oiseau d'Yves criait d'une voix d'outre-tombe. Non loin du rivage s'élevait une ville de huttes qui reposait sur des pilotis. Les huttes n'avaient ni fenêtres, ni portes. Autour d'elles flottaient les ombres des gens qui se confondaient avec la pénombre de l'endroit. Les ombres commencèrent à se rapprocher de lui, et bientôt il vit parmi elles son oncle décédé. Celui-ci le reconnut à son tour. À ce moment-là, un autre cercueil s'approcha du rivage et s'ouvrit. Une jeune femme en robe de mariée en sortit, et Saoshyant comprit qu'elle était morte jeune, avant son mariage. Elle avait été placée dans le cercueil avec un voile, afin qu'ici, dans le monde souterrain, elle puisse trouver un époux et se marier. Des ombres s'approchèrent de la jeune femme. Parmi elles se trouvaient des membres de sa famille décédés. Elles la conduisirent dans la cité des morts. Non loin de là, une charrette à roues carrées roulait à reculons. Bientôt, Saoshyant se trouva dans la maison de son oncle. D'autres membres de sa famille étaient également présents. Il y avait des objets abîmés et cassés tout autour. Des assiettes avec des trous au fond, une table sur 2 pieds, la moitié d'une cuillère. « Combien de temps vivrez-vous ici ?» « Nous serons ici jusqu'à ce que notre mémoire sur Terre s'estompe. »« Et après ?»« Puis nous irons vers l'éternité le long de la rivière étoilée, la Voie lactée. Et étant là, nous ferons la transition en douceur dans le futur pour nous incarner à nouveau sur la Terre. En fait, chaque personne s'incarne à partir du futur, l'emportant avec elle dans le présent. Et après avoir réalisé tout ce qu'elle devait, elle disparaît dans le passé. » Qu'est-ce que l'avenir ? Comme le passé, c'est aussi un rêve. Et l'éternité est un rêve sans rêve. Bientôt ce sera ton tour de mourir, et alors je viendrai à toi en rêve, et je t'appellerai, et tu verras tout par toi-même. Saoshyant se souvint alors qu'avec le Kham du Nord, il avait un jour voyagé à travers la taïga. Lorsqu'ils quittèrent la forêt, ils se retrouvèrent dans une clairière inondée de lumière. Le vieux Kham dessina un arc avec une flèche et une corde tirée sur la neige à l'aide d'un bâton de ski. Voici l'arc de Tengri Khan. Il vise son épouse, la déesse de la terre, Umaï. Avec cette flèche, il la féconde. Et la flèche est l'âme avec la vie en elle. Son plumage est l'âme Aï. La pointe est l'âme Kut. La hampe est l'âme Boss, Tios et Siur. Umaï, cependant, donne à l'homme et à toute créature un corps physique, de sorte que Tengri est le dieu de l'éternité, l'archer, et Umaï est la cible. L'arc est tenu des 2 côtés, à droite Ulgen et à gauche Erlik, qui participe également à la naissance de l'homme. Après la mort, toutes ces âmes se dispersent vers leur créateur. La mort brise la flèche et Aï monte à Tengri. Boss vole vers Ulgen, comme un oiseau. Tios nage vers Erlik comme un poisson, et Siur, qui ressemble à la forme nuageuse d'un homme, s'envole vers le dieu qui l'a envoyé sur Terre avec son destin. Après tout, chacun a un destin à servir sur Terre, que ce soit Erlik ou Ulgen, Tengri ou Umaï, Zayan ou Yayik. Kut, comme un cerf, est envoyé aux descendants de votre famille. Saoshyant réfléchit aux nouvelles connaissances qu'il avait acquises sur les âmes. Le vieux Kham s'enfonça dans la taïga et Saoshyant le suivit. Le soir, lorsqu'ils retournèrent au Tchoum après la chasse, le vieux Kham lui montra un tambour. « Regarde, tu vois le tambour est l'arc de Tengri, sa réplique. Bien sûr, le tambour lui-même est l'arc. Et voici la corde de l'arc.
Il montra le tendon qui s'étirait et reliait les côtés droit et gauche du tambour. Et voici la flèche. Il montra le manche qui reliait le haut et le bas du tambour. En effet, la poignée ressemblait à un petit homme, le propriétaire du tambour. Pourquoi s'agit-il d'un petit homme et non d'une flèche? Parce que la flèche est un être vivant, en l'occurrence un être humain, qui possède toutes ses âmes. Les anciens disaient aussi que cette flèche était le phallus de Tengri, avec lequel il fécondait Umaï. Vois combien de symboles contient une seule image. Et voici la carte du monde dessinée sur la partie intérieure du tambour, qui représente tout ce dont nous avons parlé. Une rivière était dessinée en contrebas, sur laquelle un bateau flottait. C'est le fleuve de la vie, et le bateau est une personne qui voyage sur le fleuve du futur vers le passé. En haut, il y avait une image de la Voie lactée composée d'étoiles. C'est le fleuve céleste par lequel l'homme, après la mort, passe du passé à l'avenir en traversant l'éternité. À gauche, il y avait la lune, le monde d'Erlik, le monde souterrain. Et à droite, le soleil, le monde d'Ulgen, le monde de l'avenir, expliqua le chaman. L'âme de chacun ne se développe pas de la même manière. Il y a des gens qui laissent un souvenir d'eux-mêmes et ce souvenir leur survit longtemps. Ou bien la personne vit dans son propre esprit, piégée dans le passé. Une telle personne développe l'âme de Thios, qui, après la mort, vit longtemps dans le monde d'Erlik. Mais il y a des gens dont les idées leur survivent et ne se réalisent qu'après une centaine d'années, voire plus. Elles sont toutes tournées vers l'avenir, pleines de plans, de projets et de rêves. Chez ces personnes, l'âme de boss vit longtemps et se rend post-mortem dans le monde d'Ulgen. Il y a aussi des chamans qui font des rituels, voyagent avec leur double en esprit, dans les rêves et dans la réalité. Ils développent l'âme de sourd, et après la mort, celle-ci vit longtemps avec le dieu qui l'a envoyé sur Terre. Souvent, ces chamans apparaissent sur Terre ou dans les rêves des gens, même après leur mort physique, sous la forme d'un tourbillon tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ils courent sur la Terre et y accomplissent leurs actions. Les personnes de la force qui accomplissent de grandes actions ont une âme Kut forte. Cette âme peut nourrir les autres et faire beaucoup de choses dans cette vie. Elle demeure dans les actes et les objets de cette personne, et les choses qui lui appartiennent peuvent devenir des objets de pouvoir. Grâce à ces objets, une autre personne peut recevoir le pouvoir de son âme Kut. Les personnes qui voient que la vie est éphémère, que tout ce qui apparaît dans le monde des rêves n'est qu'un rêve, un souvenir, qui sont éveillées dans leurs rêves, qui se souviennent d'elles-mêmes dans leurs rêves, développent l'âme d'Aï et se rendent après la mort dans le monde de Tengri. Là, les chamans vivent pour l'éternité, parce qu'ils ont séparé de façon permanente leur âme Aï du rêve de l'extérieur. Le vieil homme s'arrêta alors de parler. Il s'assit près du feu, prit un komous et commença à jouer une mélodie. Il semblait que ces différentes âmes y résonnaient. Saoshyant s'assit près du feu, regarda le dessin sur le tambour et médita sur les chemins des âmes. Cela lui rappelait les 3 chemins des contes de fées. Il savait maintenant que le chemin de gauche allait vers le passé, le chemin de droite vers l'avenir et le chemin tout droit vers l'éternité. Après avoir fait ses adieux à son oncle et à sa famille, Saoshyant retourna à la rivière de la vie pour continuer à flotter dans son arche-cercueil jusqu'au monde de l'éternité, Slavi. Lorsqu'il arriva à la rivière, il vit un vieil homme laid et une femme qui se dirigeaient à contre-courant de la rivière vers le monde terrestre. C'étaient Mor et Mara. Ils étaient en route pour apporter le malheur, la malchance, la maladie et la mort aux vivants. Ils venaient pour les rapprocher de la vieillesse, pour emmener dans leur monde de Navi ceux dont l'heure était venue. Mais il y avait des gens sur Terre que Mor et Mara épargnaient, qu'ils tuaient plus lentement et imperceptiblement que d'autres, et à qui ils laissaient même une partie des biens qu'ils avaient acquis sur Terre et qu'ils emportaient dans le monde souterrain. Il s'agissait avant tout des sorciers et des serviteurs de Mor et Mara, ainsi que des personnes qui rencontraient par hasard leur travail et y participaient, les fossoyeurs, ceux qui lavaient les morts, les pleureuses et autres. Ils aimaient aussi ceux qui créaient la mort ou ses instruments, et eux aussi étaient patronnés par Mor et Mara.
Sur son cercueil, comme sur un bateau, Saoshyant voyageait vers l'éternité le long de la rivière étoilée, la Voie lactée. Bientôt tout disparut, lui, le cercueil et le fleuve. Il réalisa alors qu'il était arrivé dans l'éternité. Il n'y avait que le vide et la lumière, le vide et la paix. Il était impossible de savoir combien de temps s'était écoulé, un instant ou un siècle. Mais Saoshyant réapparut avec son cercueil. Il se trouvait maintenant dans la terre éternellement créative du futur, Pravi, qui lui rappelait la description du paradis. Ici, le ciel était dégagé et le soleil ne se couchait jamais. Les plantes et les fleurs poussaient partout, de belles fleurs qui ne se fanaient pas. Une musique enchanteresse s'échappait de quelque part. Saoshyant s'approcha d'un palais qui se trouvait à proximité. Lorsqu'il entra à l'intérieur, il vit des êtres célestes, soit des dieux, soit leurs assistants angéliques, qui travaillaient à la fabrication de nouvelles sortes de papillons, d'oiseaux et de fleurs. « C'est donc eux qui créent tout cela ?» Oui, tu assistes au grand laboratoire de la nature, lui dit une voix apparemment venue de nulle part. C'est là que sont créés les modèles de nouvelles espèces de plantes, d'animaux et d'hommes, qui sont ensuite incarnés sur Terre, apportant avec eux un nouvel avenir. En entrant dans un autre palais, il vit qu'on y fabriquait les futurs esprits de divers nouveaux Einstein, Edison, Beethoven, Pushkin, qui, une fois incarnés dans le monde de Yavi, seraient capables de saisir les connaissances qui leur seraient transmises du monde de Pravi et apporteraient un nouvel avenir à la Terre. Le moment venu, Saoshyant quitta le monde de l'avenir éternel à bord de son bateau-cercueil pour se rendre dans le périssable présent. Bientôt, il se retrouva à nouveau couché dans le même cercueil. Des oiseaux étaient assis dans la clairière. Il s'allongea dans l'herbe et se glissa vers eux, se préparant à une attaque soudaine depuis l'endroit où il était embusqué. Soudain, il se souvint qu'il avait récemment été un homme, mais qu'il était maintenant un chat. C'est alors que l'entière essence de l'ancien rituel de changement de forme lui devint claire. Dans ce rituel, on se transforme en son totem, devenant un avec lui.